On vit dans un monde qui est tellement matérialiste, qui est tellement axé sur tout provient de la matière, tout provient des interactions de cause à effet des éléments matériels, qu'on a postulé qu'un jour, parce que le cerveau doit sans doute ressembler à un ordinateur et que si notre cerveau fabrique notre conscience, un jour on réussira à fabriquer un ordinateur aussi performant qu'un cerveau et on réussira à fabriquer une machine consciente. Mais non, on fabriquerait une machine extrêmement intelligente qui sera capable éventuellement de nous berner et de nous faire croire qu'elle est émue, mais elle ne sera jamais émue. Elle ne sera qu'un robot qui va imiter l'être humain. Qu'est-ce que la conscience? Tout le monde en parle, mais en général, on se contente de grandes généralités. Dans cet épisode de dialogue, je reçois Stéphane Alix qui interroge la conscience, l'énigme de la conscience, les différentes conceptions scientifiques, mais aussi leurs limites. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Dans ton livre « La mort n'existe pas », dont nous avons déjà parlé, un des grands axes de ton livre, et c'est pour ça que je voulais faire cet autre entretien avec toi, tu abordes le mystère de la conscience. Pourquoi c'est mystérieux? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la conscience? Je dirais plutôt, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et en fait, on ne sait pas beaucoup de choses sur la conscience. C'est d'ailleurs une des plus grandes questions irrésolues de la science aujourd'hui. La revue Science, il y a quelques années, avait fait un sondage pour identifier les différents grands mystères que la science tente encore de résoudre. Le premier, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? La deuxième, c'est quelle est l'origine de la conscience? Alors la question était posée de façon un peu tronquée. Quelle est l'origine neuronale de la conscience? Sous-entendu, quel mécanisme on va pouvoir mettre en évidence dans le cerveau pour expliquer que nous soyons conscients? Mais au-delà de ça, on n'est même pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet avec le cerveau. On observe évidemment des liens entre état de conscience et activité cérébrale quand, par exemple, quelqu'un a un AVC, quelqu'un a une crise d'épilepsie, l'action sur le cerveau de cette crise d'épilepsie va modifier notre état de conscience. Donc de ça, on postule qu'a priori, comme on observe toujours une corrélation entre activité ou état de conscience et activité neuronale, il y a un lien de cause à effet. Mais ce lien de cause à effet, il ne fait aucune évidence. Le lien de corrélation, il est là, il est attesté, mais corrélation ne veut pas dire causalité. Donc il y a aujourd'hui des chercheurs de premier plan qui remettent même en question l'idée que la conscience puisse être une production littérale du cerveau, comme par exemple le foie fabrique de la bile. Il n'est pas du tout évident que le cerveau fabrique la conscience. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans un champ d'hypothèses globales. Il y a quelques mois de ça, il y a eu une réunion à New York où les deux grands tenants des hypothèses un peu avant-gardistes sur la conscience ont essayé de défendre chacun leur hypothèse. Mais on reste dans le champ des hypothèses. Et ça, pour moi, ça a été déterminant au début de mon enquête parce que je m'attendais, en m'interrogeant sur la conscience et sur la vie après la mort, à ce que les scientifiques ou une partie majoritaire des neuroscientifiques aient au moins une réponse assez précise sur quel mécanisme dans le cerveau, quel réseau, quelle aire cérébrale fabrique tel ou tel aspect de notre conscience. Et en fait, personne n'en sait rien, on ne sait pas. On a parfois des grands titres dans la presse qui disent « ça y est, on a trouvé la zone des émotions, on a trouvé la zone de ci, la zone de ça ». Mais non, on observe juste que quand parfois on a tel état de conscience, il y a telle zone qui s'allume, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc que la conscience soit produite par le cerveau est loin d'être une certitude, et aujourd'hui même de plus en plus contestée par à la fois des neuroscientifiques mais aussi des philosophes. On appelle ça d'ailleurs le problème difficile de la conscience, qui est résumé en une phrase: comment un bloc de milliards de neurones qui ne pèse au définitif qu'1,4 kg est-il capable de créer une expérience intérieure, de créer notre sentiment d'identité, de créer tout notre monde intime et ce que nous croyons être. Et on vit dans un monde qui est tellement matérialiste, qui est tellement axé sur tout provient de la matière, tout provient des interactions de cause à effet des éléments matériels, qu'on a postulé qu'un jour, parce que le cerveau doit sans doute ressembler à un ordinateur et que si notre cerveau fabrique notre conscience, un jour on réussira à fabriquer un ordinateur aussi performant qu'un cerveau et on réussira à fabriquer une machine consciente. Mais non, on fabriquerait une machine extrêmement intelligente qui sera capable éventuellement de nous berner et de nous faire croire qu'elle est émue, mais elle ne sera jamais émue. Elle ne sera qu'une
qu'un robot qui va imiter l'être humain. La conscience, dans différentes traditions spirituelles, et notamment l'hindouisme, c'est la réalité fondamentale de notre réel. Donc il y a deux conceptions complètement opposées. La conception matérialiste qui explique la conscience, enfin qui n'arrive pas à expliquer la conscience, mais qui pose qu'un jour on pourra expliquer la conscience à partir de mécanismes du cerveau. Et disons, l'expérience de toutes les spiritualités, c'est que la conscience n'est pas de nature matérielle. Mais l'expérience, enfin l'hypothèse scientifique est de dire qu'un jour on réussira à comprendre comment le cerveau fabrique la conscience, c'est ce qu'on appelle une promesse du matérialisme. C'est une espérance, mais qui n'a rien de scientifique et qui n'a rien de rationnel. C'est juste la volonté de ne pas changer le modèle. La réalité doit forcément être matérielle, donc on réussira forcément à comprendre. Et cette espèce d'obstination à vouloir se dire que le cerveau fabrique la conscience nous conduit à être complètement aveugles sur une infinité de phénomènes qui imprègnent notre quotidien et qui montrent qu'il y a une incohérence dans cette hypothèse, une incohérence fondamentale. Je pense aux expériences de mort imminente, mais je pense à 1000 autres expériences ou capacités, notamment extrasensorielles, dont on a pu faire la preuve, attester de leur réalité. Je pense par exemple à simplement la vision à distance, qui est une capacité extrasensorielle qui est utilisée par les voyants et qui a été utilisée même, et j'en parle dans mon livre, par les services de renseignement américains pendant des très impressionnant. Décennies. Je ne savais pas du tout ça. Ça jouait un rôle majeur dans le renseignement aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que la vision à distance? C'est une technique qui permet à une personne dotée de capacités extrasensorielles d'obtenir des informations sans se déplacer sur l'endroit et sans avoir besoin d'y être, juste en activant des canaux de perception extrasensoriels. Donc la personne est assise dans un bureau sans fenêtre, on lui donne un numéro de code qui correspond à une cible pouvant être un bâtiment en Union soviétique, pouvant être n'importe quoi, et cette personne, rien que par ses capacités, va accumuler de l'information sur cette cible. Et ce qui est étonnant, c'est que ça marche, et ça marche à tel point que, comme je l'explique dans le bouquin, ça a été intégré dans le service de renseignement américain. C'est un programme qui, dans le dernier temps de son existence, s'appelait le programme Stargate, qui donne des résultats incompréhensibles, astronomiques, phénoménaux. Comment se fait-il qu'une personne dans un bureau à des milliers de kilomètres d'un endroit soit capable de décrire cet endroit dans le moment présent, mais aussi dans l'avenir ou dans le passé, comme si ni le temps ni l'espace n'avaient d'incidence sur ses capacités perceptives. Et ça rejoint, et c'est le parallèle que je fais dans mon livre, ça rejoint toutes les autres expériences, EMI ou etc., qui montrent qu'à un certain niveau, notre conscience, enfin la conscience, n'est pas prisonnière du temps et de l'espace. Il y a quelque chose en nous, toi comme moi, qui sommes prisonniers du temps et de l'espace, qui sommes dans le moment présent, le passé est passé, le futur n'est pas encore advenu. Il y a une partie de notre conscience qui, elle, n'est pas bloquée dans ce fauteuil et dans cet endroit. Et ces observations, ces expériences, elles ne sont pas anecdotiques, elles ont été rapportées dans des milliers et des milliers de cas, elles ont été analysées, il y a des recherches qui ont été menées sur la vision à distance, par exemple, il y a des recherches qui sont menées sur les expériences de mort imminente, il y a quantité de phénomènes qui sont analysés par des scientifiques dans des disciplines très diverses et qui attestent de la réalité de ces phénomènes. Donc postuler qu'un jour, peut-être, on réussira à comprendre comment le cerveau fabrique la conscience, sous-entendu, si le cerveau fabrique notre conscience n'est pas capable d'avoir un accès à autre chose que l'environnement immédiat de notre cerveau, avec nos outils perceptifs, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche. On ne peut pas. Si notre cerveau fabrique la conscience et que notre conscience est réduite à son activité, on est incapable d'aller voir ce qui se passe à 6000 km. On est incapable de vivre une expérience de mort imminente. On est incapable de percevoir un défunt dans la pièce. On est incapable d'avoir un regain d'activité phénoménal alors qu'on est alité et souffrant d'Alzheimer depuis des années. Donc il y a une infinité de phénomènes observés, attestés, vérifiables et vérifiés qui attestent que cette idée qu'un jour on trouvera que la conscience est fabriquée par le cerveau, c'est un mythe moderne, le mythe de notre société industrielle et matérialiste, et qui s'étend aujourd'hui au fantasme de certains milliardaires qui pensent qu'un jour on réussira à fabriquer un ordinateur conscient. Voilà le mythe de notre monde qui est en butte de façon de plus en plus magistrale face à la réalité de ces expériences extraordinaires qui baignent
notre quotidien. Alors tu montres dans le livre que, de manière très simple, parce que toi, tu n'as pas de don particulier, tu n'es pas médium, mais qu'on peut développer l'intuition. Donc tu racontes un peu comment les exercices que tu as fait pour développer l'intuition, et tu rappelles que la philosophie occidentale, dans son versant le plus rationnel, a toujours reconnu l'intuition, y compris chez Descartes, et avec beaucoup d'humour. Tu t'étonnes qu'on se dit cartésien en niant la dimension d'intuition que Descartes reconnaît comme essentielle. La définition de Descartes de l'intuition, c'est accéder à une connaissance non raisonnée. C'est exactement l'inverse de ce dont on parle aujourd'hui quand tu demandes à un neuroscientifique qu'est-ce que c'est que l'intuition. Il va te parler d'un raisonnement inconscient. Donc c'est la définition opposée à ce qu'est l'intuition, selon Descartes. Je parlais des services de renseignement américains qui ont développé ce programme d'espionnage extrasensoriel. J'ai rencontré plusieurs des acteurs de ce programme. J'ai interviewé dans le livre notamment un des voyants du programme à l'origine, qui s'appelle toujours Joe McMoneagle, et qui m'a parlé de cette technique, parce que la vision à distance, c'est une forme de capacité perceptive de voyance en fait, que les voyants utilisent, accéder à l'information de façon non conventionnelle. Mais les services de renseignement américains ont développé une technique qui s'appelle les remote viewing pour optimiser ces capacités et les rendre opérationnelles dans un cadre de renseignement notamment. Moi, je me suis dit, si des services de renseignement qui sont a priori pas des rigolos et qui ont autre chose à faire que des grandes expériences spirituelles ont développé ce programme, c'est qu'il y a quand même des résultats qui sont quantifiables, mesurables et qui sont probants statistiquement parlant sur le long terme. Et donc, je me suis intéressé plus spécifiquement à cette technique du remote viewing et il se trouve qu'en France, un chercheur qui s'appelle Alexis Champion a développé une école de formation au remote viewing inspirée de la méthodologie américaine et a même développé et amplifié les outils qui sont à notre disposition. Et j'ai fait cette formation avec lui, qui dure 1 semaine, et c'est tout simplement ahurissant. Ahurissant de découvrir ce que moi, qui suis pas trop intuitif de nature, qui suis plutôt très mental, très dans le doute permanent, dans l'analyse, ça a été estomacant de découvrir ce que j'étais capable de faire. La base, je vais essayer d'expliquer la méthodologie, c'est assez complexe, mais le constat des formateurs du remote viewing est de dire que notre intuition, elle est là tout le temps en nous. Elle se manifeste essentiellement de façon sensorielle dans notre corps. Sauf que comme nous sommes des êtres mentaux, nous avons une tendance à écraser en permanence ou à interpréter en permanence tous les signaux cognitifs qui nous parviennent. Donc on interprète, mais on interprète selon uniquement les schémas de ce qu'on connaît. Et comme on n'a pas été éduqué à développer notre intuition, tous les petits ressentis qu'on peut avoir, quand on va dans un lieu, on ressent quelque chose, quand on est face à une personne, on a tendance à ne pas les considérer, à les écraser, ou à les interpréter comme d'autres choses. Donc la technique du remote viewing consiste à identifier tous nos mécanismes interprétatifs. Donc être remote viewer, c'est pas s'asseoir dans un salon, sur un coussin de méditation et laisser l'inspiration venir, c'est vraiment faire travailler son mental pour identifier comment il fonctionne, pour identifier comment, quand je ressens telle sensation, mon cerveau interprète immédiatement ça comme ça. Et du coup, ok, je sais que quand j'ai une sensation, je dis n'importe quoi, une sensation de chaleur, je vais créer une image de mer, je vais créer une image de plage tropicale, par exemple, je dis n'importe quoi. Et du coup, si j'essaie de travailler sur une cible où je ressens de la chaleur et que j'ai une image de mer tropicale, je vais considérer que cette image, c'est plutôt une construction que mon cerveau a faite sur la sensation, que la sensation de chaleur, elle est juste, elle correspond intuitivement à la cible, ce que je cherche à identifier, mais que l'image de mer tropicale, c'est peut-être une erreur. Donc il ne faut pas que je n'en tienne compte. Revenons à la sensorialité, revenons à ce que je ressens, revenons à ces petits flashs, ces petites images, ces petites sensations. Et c'est un travail assez prenant et assez laborieux, mais qui permet au bout d'1 heure, 1 heure et demie de session, pour les premières étapes, d'obtenir des informations extrêmement précises et détaillées sur un lieu cible. Je te prends un exemple. Moi, le premier lieu sur lequel j'ai travaillé, je suis à une table, le moniteur me donne un numéro de code, 327. 327 correspond à une image d'un lieu qu'il a caché dans une enveloppe. Donc, je commence à travailler dessus. Tu prends l'enveloppe fermée ? Je prends l'enveloppe fermée, mais elle est sur la table, je n'ai même pas besoin de la toucher, peu importe. Et je commence à travailler dessus. Alors, je ne rentre pas dans le mécanisme parce que c'est vraiment extrêmement complexe. Mais au final, au bout d'1 heure de temps,
j'ai fait un dessin qui correspond à un bâtiment de forme carrée, avec du vent à l'intérieur, qui a l'air d'être posé sur la mer. En tout cas, il y a le bâtiment carré, il y a une espèce de pourtour en sable, il y a une mer assez opaque, assez noire autour, il y a des gens qui passent. J'ai reçu et j'ai pu comptabiliser comme ça, comme information, beaucoup de petits détails sur ce lieu. Il y a du passage, je ne me souviens plus de tous les détails, mais j'ai eu énormément de détails. Quand je décachette l'enveloppe, c'est une photo du musée Le Mycène, qui est à Marseille. Et vraiment, j'ai eu un choc en voyant la photo, parce que je regarde mon dessin, je regarde la photo, c'est exactement ça. Dans les autres enveloppes, il y avait une photo d'une forêt en Amazonie, il y a des photos de choses extrêmement diverses qui concernent d'autres lieux dans le monde, mais précisément, mon dessin correspond à la photo de ce lieu, avec en plus une description de ce qui se passe dans ce lieu. Et j'ai été tellement interloqué que je connaissais Joe McMoneagle, je connaissais le travail du programme Stargate, je connais les analyses statistiques qui ont été faites sur les résultats de ces services de renseignement, mais de le vivre moi-même, de voir mon dessin que je viens de faire et de voir la photo de ce lieu, je me dis waouh, ça c'est pas une coïncidence, c'est impressionnant. Donc mon esprit journaliste, il est quand même là. Je refais le lendemain matin une autre expérimentation et j'obtiens à nouveau des résultats qui sont vraiment scotchants. Donc je reprends la photo, je la remets dans une enveloppe, je sélectionne plein d'enveloppes au hasard et je vais voir un des moniteurs qui n'a pas assisté à ma session. Je lui donne le compte-rendu de ma session avec mes dessins, tout ce que j'ai écrit sur la feuille, et je lui dis, parmi toutes ces photos, on sort les photos, désigne-moi le lieu que tu penses correspondre à celui qui était la cible. Et immanquablement, avec les éléments qui sont suffisamment précis de ce que j'ai décrit, il trouve immédiatement la photo qui était ma cible. Donc c'est une petite expérience, mais voilà, ça, tu vois, moi je suis pas doté de capacités extrasensorielles, je suis pas spécialement doué, je suis pas spécialement intuitif, bien que j'arrive de plus en plus aujourd'hui à accorder une place à cette perception intérieure. Mais voilà une capacité dont on dispose tous et qui, avec un peu d'entraînement, peut se révéler d'une puissance phénoménale. Qu'est-ce que ça dit sur notre conscience? Mais ça dit que notre conscience, l'intuition, c'est son langage, c'est son moyen de s'exprimer. Notre conscience ne parle pas avec des mots, notre conscience ne parle pas avec des concepts. Notre conscience, elle est en dehors du temps et de l'espace. Elle s'exprime à travers ses ressentis, à travers tous les petits moyens sensoriels qu'elle trouve à sa disposition pour contourner l'appareil mental qui ne cesse d'interpréter tout en fonction de sa base de données qu'il a acquise auparavant. Notre cerveau est une prison sensorielle, une prison cognitive, en même temps qu'un outil formidable pour faire de nous des êtres adaptés à ce monde. Mais il faut avoir conscience que c'est aussi un appareil qui restreint notre capacité à appréhender le monde. Et donc en fait, la vie, c'est passer, l'invitation, c'est de passer de cette boîte mentale, de ce cerveau un peu mécanique, à redécouvrir la conscience. À être moins esclave des mécanismes du cerveau qui sont très bien rodés, très bien huilés, mais qui ne servent qu'à une chose, à faire de nous des mammifères adaptés à notre environnement. Ça ne sert pas de nous à faire des êtres spirituels. L'être spirituel, il s'est trouvé enfermé dans ce corps d'animal, ce corps de mammifère qui est le nôtre, pour vivre dans un... Regarde, nous, on est plus ou moins en sécurité ici aujourd'hui, mais on est des homo sapiens, on est câblés comme nos ancêtres il y a quelques dizaines de milliers d'années, qui eux étaient dans un environnement bien plus dangereux. Donc un cerveau qui est capable d'anticiper des situations, c'est le moyen de sauver sa vie. Si, remettons-nous 50 000 ans en arrière, je suis en train de me promener dans la forêt autour d'ici, et que je vois un buisson frémir, j'ai intérêt à anticiper que ça puisse être un prédateur pour vite foutre le camp. Je n'ai pas à attendre d'avoir précisément ce qu'il y a derrière le buisson, parce que si j'attends, quand l'animal sort, il me bouffe et c'est fini. Donc notre cerveau, c'est aussi un outil adaptatif formidable pour vivre dans un environnement qui est certes moins hostile qu'il l'était il y a 50 000 ans, mais qui demande des capacités adaptatives. Mais le prix à payer de tout ça, c'est que notre âme, elle, qui est étrangère d'une certaine manière à cette dimension du réel si difficile à vivre, elle ne met pas, comment dirais-je, elle ne dispose pas de ces outils adaptatifs, elle n'en a pas besoin. De là où on vient, du monde spirituel, il n'y a pas besoin de se protéger des tigres, d'une certaine manière. Et
Pour reprendre un petit mot sur l'intuition, une des formatrices de l'école Iris Intuition m'a donné un exemple qui est extrêmement frappant sur la confusion qu'on fait entre intuition et raisonnement inconscient. Parce que les neuroscientifiques et une majorité de la société confondent l'intuition avec le raisonnement inconscient. On dit d'un neurologue ou d'un radiologue qui va être très intuitif, mais en fait, il n'est pas intuitif quand il voit une radio. Il a juste 20 ans d'expérience où il est capable de détecter aujourd'hui dans une radio où il y aura très très peu de choses. Il va ressentir intuitivement qu'il y a quelque chose et il va permettre en ça aux patients de suivre un traitement. Mais il n'a pas ressenti intuitivement, enfin pas nécessairement. C'est plus la masse de son expérience accumulée qui lui permet de contourner les aspects vraiment affleurant de son mental pour sortir cette information qu'il y a quelque chose à identifier. Et Marie-Estelle Couval, qui est une des formatrices de Iris Intuition, m'avait donné un exemple très frappant. Elle m'a dit, le raisonnement inconscient, c'est une vendeuse dans un magasin qui voit entrer une cliente et qui regarde cette cliente et qui se dit, oh là là, cette cliente, elle va m'acheter la petite veste rouge que je viens de mettre sur un présentoir. Et immanquablement, 10 minutes après, la cliente voit la veste rouge, la met et dit « Oh, je l'achète, c'est super ». Et là, la vendeuse dit « Oh, c'est génial, je suis vraiment intuitive, j'ai toujours su que j'étais intuitive ». C'est pas de l'intuition, c'est du raisonnement inconscient. Cette vendeuse, elle a de l'expérience. Elle voit des clientes à longueur de journée, elle est capable de décrypter les milliers de signes justement inconscients qui lui permettent de faire correspondre des habits avec des personnes. Elle est bonne, c'est une bonne vendeuse. Donc elle a raisonné inconsciemment sans même s'en apercevoir et elle savait que cette veste, elle allait plaire à cette personne pour 1000 raisons qui découle d'une analyse inconsciente. La vraie intuition, c'est la même vendeuse qui est dans son magasin et qui tout d'un coup, sans crier gare, a un flash en se disant « La prochaine dame qui va entrer dans ce magasin, elle va m'acheter la veste rouge ». Elle ne connaît pas la dame, elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas si c'est une dame ou si c'est quelqu'un d'autre, elle n'a aucune information qui lui permettrait de mettre en branle la moindre analyse possible. Et 5 minutes après, tu as une cliente qui arrive et qui va acheter la veste rouge. Ça, c'est de l'intuition. C'est de l'intuition telle que Descartes la désignait, c'est cette capacité à capter une information de façon totalement extrasensorielle et non raisonnée. Alors, en même temps que la démarche spirituelle, c'est de reconnaître ces capacités profondes de notre conscience, un autre aspect sur lequel tu reviens beaucoup dans le livre, c'est que l'exploration de la conscience implique de d'être honnête avec là où nous en sommes et travailler avec nos difficultés et nos blessures. Et tu parles beaucoup du risque de l'échappatoire spirituel. Oui, ça c'est un livre et un travail d'un chercheur américain, psychologue, qui s'appelle John Welwood, qui a écrit un livre qui s'appelle « La psychologie de l'éveil ». Et c'est à la fois un psychologue et à la fois un méditant et un pratiquant bouddhiste depuis des décennies. Donc il a l'expérience de l'espace spirituel et aussi de la psychothérapie. Et il explique quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce que j'en ai fait l'expérience à mes multiples retours d'Amazonie, à vouloir se focaliser sur le spirituel, en s'imaginant que le chemin spirituel va nous exonérer de tout travail intérieur. On prend le risque de voir des dynamiques psychologiques non résolues se manifester à un moment de notre vie. C'est typiquement le type qui médite pendant 30 ans, mais qui ne s'est pas posé une seule fois la question de savoir s'il avait des zones d'ombre sur lesquelles il aurait pu travailler, et qui, un jour, au bout de 30 ans, confronté à un petit problème de vie, un divorce, un problème professionnel, va exploser comme s'il n'avait jamais médité de sa vie, comme s'il n'avait jamais... il ne s'était jamais nourri de ce cheminement. Et c'est ce qui se passe notamment avec certains maîtres tibétains qui ont l'air d'être des maîtres formidables, qui ne sont jamais allés voir le moindre psy et qui, au décours d'une aventure, vont trouver une jeune fille séduisante et vont la transformer en objet sexuel, vont commettre des abus ou je ne sais quoi, parce que leur cheminement spirituel n'a pas eu la moindre... impact sur leur être psychique et leurs blessures psychiques éventuelles. Donc ça, c'est très important parce qu'on parle de la spiritualité comme ouvrir une autre dimension qui nous permet de transcender quelque chose de matérialiste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se confronte pas à nos ombres. Au contraire, ça fait partie du processus. Nous sommes une âme, mais nous sommes aussi un corps. Et ce corps, il s'est construit de façon organique, mais il s'est aussi construit d'une façon psychique, dans un monde qui n'est pas un monde parfait, dans un monde où, dès le démarrage de la petite enfance, l'enfant est confronté à des
à la nécessité de devoir réagir à son environnement, réagir pour se protéger, réagir pour être heureux, réagir pour ne pas être rejeté. Et cette confrontation permanente avec ses parents, son environnement, va façonner une personnalité avec des points de faiblesse. C'est forcé, c'est évident. Même des enfants qui ont eu une enfance tout à fait heureuse, avec des parents aimants, un environnement aimant, vont forcément élaborer tout un ensemble de croyances qui va impacter leur personnalité. Donc notre personnalité, qui est l'émanation de notre être biologique, comporte des zones d'ombre, comporte des failles qui nous empêchent un accès à un être essentiel qui est au cœur de nous-mêmes. Et si on ne tient pas compte de la paire de lunettes qui déforme la réalité et que l'on porte, si on ne tient pas compte des zones d'ombre de cette personnalité que l'on a développée tout au long de notre vie, on prend le risque d'être sous son influence à des moments où elle va être plus fragilisée, et ça va être très déstabilisant. Mais à l'inverse... Et on voit beaucoup de gens qui sont... Enfin, moi, j'étais très frappé par ça, parce que on voit beaucoup de gens qui sont engagés dans un chemin spirituel, et dont on voit très bien que quelque chose est profondément inauthentique. Ils jouent un rôle de la personne qui est dans le spirituel, qui parle lentement, qui est calme et tout ça, et on sent que c'est pas du tout authentique. La vraie authenticité spirituelle consiste à pouvoir avoir rencontré nos propres faiblesses avec tendresse et affection, au lieu de s'en détourner en rêvant à une sorte d'idéal abstrait. Exactement. Et ce que met en avant Wellwood, c'est que de l'autre côté, c'est aussi vrai, c'est-à-dire que de s'intéresser à ces dynamiques psychologiques, d'essayer de se soigner en excluant la dimension spirituelle, c'est aussi prendre le risque, au bout d'un certain moment, de tourner en boucle en fait dans nos névroses et de ne jamais sortir de cet espace de névrose qui est celui de tout être humain. Mais on ne voit pas très bien la névrose si on ne la voit pas à partir de la dimension plus lumineuse de notre être. Exactement. Parce qu'on s'identifie à elle, alors qu'au fond, nos névroses sont pas tant des définitions de nous-mêmes que des filtres, comme tu disais très bien. Donc sans la dimension spirituelle, on ne voit pas que nos névroses ne sont jamais que des filtres, mais ne recouvrent jamais complètement la splendeur de notre âme. Bah souvent, il arrive qu'au cours d'une psychothérapie, on arrive à des points clés. Et à ce moment-là, si on ne sort pas de cette dynamique d'introspection, on commence à repartir dans l'entretien de ces schémas. Et c'est d'ailleurs le reproche qui est fait parfois à certaines approches psychanalytiques qui peuvent faire du bien, peuvent ne pas forcément guérir, mais apaiser la personne. Mais au bout d'un certain temps, on va entretenir une forme de névrose si on n'injecte pas dans cette approche une dimension de transcendance, parce que nous ne sommes pas que ça, justement. Il est important de travailler sur ces névroses, de travailler à se guérir, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour justement redécouvrir la chose essentielle qui nous constitue, cette dimension spirituelle, et soigner ces névroses en niant en permanence que nous sommes autre chose que ces névroses, c'est nous condamner à finalement y rester complètement enfermés. Tu montres que dans toute l'histoire de l'humanité, on trouve des formes d'initiation qui aident les gens à entrer en rapport à cette dimension plus profonde, spirituelle, cette dimension d'un état au-delà de la mort. Et tu fais alors là un travail pour montrer que dans toutes les cultures, et en particulier en Grèce, il existait des formes d'initiation qu'il est important d'examiner. Oui, mais ça c'est quelque chose qui est frappant, c'est que j'ai été comme tout le monde fasciné par la Grèce antique, par l'Égypte, par tous les mystères qui semblent recouvrir ces périodes-là, mais dans la façon dont les archéologues appréhendent ces temps de notre histoire, ils ont gommé complètement une potentielle dimension spirituelle. En fait, notre société aujourd'hui regarde l'entièreté de l'histoire de l'humanité d'une façon laïque, comme si le spirituel avait été une forme d'erreur, une forme d'égarement. Et on fait justement des philosophes de la Grèce antique les garants d'une rationalité construite et élaborée sur la pensée, sur le raisonnement, etc. Et j'ai été estomaqué de découvrir l'existence de ce qu'on appelle les mystères avec un grand M, qui correspondaient à des cérémonies d'initiation qui étaient ouvertes à absolument tout le monde. En Grèce, il suffisait de parler grec et de ne pas être accusé de meurtre. Si tu remplissais ces deux conditions, tu pouvais être initié, que tu sois un prince ou que tu sois quelqu'un de la rue.
Et l'initiation, en fait, elle est très étrange parce il était interdit aux initiés de rapporter ce qui s'était passé dans le temple. Alors en Grèce, il y avait 5 temples où tu pouvais vivre cette initiation. Je me suis intéressé plus spécifiquement au temple d'Éleusis, qui est à 20 km au nord d'Athènes. Il ne se passait rien dans ce temple. Les recherches archéologiques montrent qu'il n'y avait pas ni de théâtre, ni de dispositif qui aurait permis une mise en scène particulière. Et ce qui est intriguant, c'est qu'il était interdit aux initiés, qui se comptent par milliers, hein, de rapporter ce qui se passait dans le temple. C'était une loi d'Athènes qui condamnait qui imposait cet interdit. Donc on a peu de récits sur le descriptif précis de ce qui était fait dans la liturgie. En revanche, on a quand même des récits qui nous parviennent de plein de gens différents, Apulée et plein d'autres, qui parlent d'une expérience qui n'a rien à voir avec un enseignement qu'aurait pu leur être donné par un sage qui s'assied dans un fauteuil et qui leur explique que je vais t'initier à telle ou telle chose. Il ne s'agissait pas de ça, il ne s'agissait pas d'un cours, il ne s'agissait pas d'un entretien avec une personne, il ne s'agissait pas d'une pièce de théâtre, il ne s'agissait pas d'une métaphore, il s'agissait d'une expérience qui bouleversait littéralement ceux et celles qui étaient initiés, qui les confrontait à des émotions, des visions, des peurs parfois extrêmement déconcertantes. Énormément d'initiés et de quelques récits qu'on a nous rapportent avoir été ou avoir eu le sentiment d'arriver aux portes de la mort, de voir le monde de l'Hadès, qui est le monde des morts grecs, et surtout de vivre une expérience qui inclut des tremblements, enfin toute une description presque physique d'un cérémonial qui ressemble en tout point à une expérience psychédélique et une expérience notamment qui est celle du chamanisme. Et ça m'a beaucoup interloqué parce que les récits que j'ai pu lire, et notamment celui d'Apulée qui est assez détaillé, ressemblent vraiment en tout point à ce que j'ai vécu sous ayahuasca en Amazonie. Donc j'ai essayé de voir si c'était juste une interprétation un peu abusive de ma part, ou on pouvait étayer un peu cette hypothèse que les mystères d'Éleusis étaient quand même une sorte d'initiation chamanique, d'une certaine manière, en faisant vivre, et le propre du chamanisme, c'est faire vivre à la personne l'expérience du contact avec le monde des esprits. Le chamanisme, c'est pas une église, c'est pas un dogme, c'est pas un savoir que te donnent des chamans, que te transmettent. Le chamanisme, c'est une technique qui te fait toi-même aller faire l'expérience de ce monde de la transcendance, de ce monde des esprits, et qui te permet de recueillir un enseignement, une initiation, des informations, de la connaissance de ce monde-là. Ce qui est décrit dans les mystères d'Éleusis, ce qui est décrit par les gens qui ont vécu cette initiation, c'est vraiment précisément ça. Et il y a quelques années de ça, il y a plusieurs chercheurs qui ont essayé de pousser un peu plus loin le raisonnement là-dessus. Un helléniste assez renommé aux États-Unis, un mycologue spécialiste justement des cérémonies, notamment des cérémonies au Mexique chamaniques, et Albert Hofmann, qui a été le chimiste qui a découvert le LSD en 1938 et qui non seulement l'a découvert, mais l'a aussi expérimenté. Et tous les trois se sont penchés sur la question d'Éleusis et démontrent qu'il est non seulement tout à fait probable au vu des témoignages que l'expérience d'initiation était induite par une substance psychédélique, sans doute proche du LSD, parce que le breuvage qui était utilisé et qui était une sorte de moment crucial dans l'initiation, qui consistait à boire ce breuvage qui s'appelait le kykéon, est un breuvage qui est fait à partir d'orge, à partir d'eau et un peu de menthe. On sait que le LSD a été découvert sur l'ergot de seigle. L'ergot, c'est un champignon microscopique qui pousse sur sur le seigle, et qui contient un alcaloïde psychédélique dont Albert Hofmann a sorti le LSD. Cet ergot, il pousse sur toutes les céréales. L'orge, le blé, le millet, l'avoine. Et il n'y avait pas de seigle en Grèce à cette époque-là, mais il y avait par contre beaucoup d'autres céréales avec lesquelles on aurait pu cultiver de façon intensive ce champignon pour développer une boisson qui puisse être administrée à plusieurs milliers de personnes, parce que chaque initiation se passait en septembre, et parfois plusieurs milliers de mystes, c'est-à-dire de futurs initiés, étaient initiés au temple d'Éleusis. Pardon. Et le kykéon, il est fait à base d'orge.
Et l'orge est donc une céréale sur laquelle on peut cultiver, voir se développer cet ergot qui contient cet alcaloïde. Donc c'est une hypothèse intéressante, c'est une hypothèse qui est étayée quand même par pas mal de données archéologiques et de données de chimie, et qui match surtout avec les récits que l'on a des initiations qui se tenaient lieu à Éleusis. Et c'est là où c'est moi qui vais devenir journaliste et qui vais te questionner, parce qu'on a eu cet échange au moment justement où j'écrivais ces chapitres. Mon père a cherché pendant des années dans les dialogues socratiques, et notamment dans le récit de la mort de Socrate, une clé, une solution, avec frénésie, il essayait de chercher un peu de réconfort dans ce texte pour comprendre comment Socrate pouvait être si serein au moment de sa mort, alors qu'il est condamné de façon extrêmement injuste à boire la ciguë et à mourir, quoi. Il n'a pas envie de se défendre, il est même parti pour y aller sans se plaindre de quoi que ce soit. Et il se trouve que Socrate, comme Platon et comme beaucoup d'autres philosophes, ont été initiés à Éleusis. Et dans l'échange qu'on a eu, mais là j'ai envie de te poser toi la question, tu m'as dit que l'entièreté de la philosophie de Socrate est une philosophie non pas de la rhétorique, non pas de la réflexion intellectuelle, mais précisément de l'expérience, précisément qui découle d'une... alors peut-être que toi tu utiliseras des mots plus adaptés. Comment tu peux rebondir là-dessus ? C'est clair que la philosophie, c'est une expérience pour Socrate, pas du tout ce qu'on en a fait, puisqu'il parle à tout le monde et il essaye de les amener à sortir de l'enfermement de leur conception, pour le réouvrir. Et qu'il est sans arrêt respectueux de la dimension transcendante. Platon ne cesse de parler de l'ouverture au Dieu, l'ouverture au Dieu. Le Dieu, pour Platon, c'est vraiment l'ouverture de quelque chose qui vient nous réveiller. Un des moments clés de Socrate, c'est qu'il fait un discours. Quelqu'un lui demande est-ce qu'il vaut mieux aimer quelqu'un qui nous aime ou quelqu'un qui ne nous aime pas ? Et la logique, c'est il vaut mieux aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, parce que du coup, ce ne sera pas intéressé, ce sera plus logique, plus rationnel, et on ne sera pas pris par la passion. Et donc Socrate, pour faire plaisir, fait le discours, et là il s'arrête et il dit j'ai honte, le Dieu vient de m'arrêter, j'ai raconté n'importe quoi. Il y a comme il entend, il est en rapport à une sorte de vérité, d'intuition, de quelque chose qui l'arrête, et j'ai pas été fidèle au Dieu, et il fait un discours pour montrer l'importance, au contraire, d'être amoureux fou. Et bon, et toute la pensée de Socrate est une pensée de comment Eros nous libère et nous rappelle que nous ne sommes pas complets, que notre existence dans ce monde est incomplète, et qu'être philosophe, c'est être brûlé d'amour pour une complétude plus grande. Donc on pourrait dire, c'est d'abord ça, c'est réveiller en chacun d'entre nous le désir ardent de ne pas se limiter à l'existence étroite dans laquelle nous sommes. Et quand j'ai évoqué avec toi le cas d'Éleusis et le fait que, d'une certaine manière, Socrate, Platon et d'autres ont été des formes de chamans, tu t'es écrié, mais François Roustan a écrit un livre qui s'appelle précisément Socrate le chaman. C'est ça. C'est-à-dire François Roustan, donc, était un très grand hypnothérapeute, mais aussi un penseur absolument extraordinaire. Son dernier livre est consacré à Socrate, et il essaye de sortir Socrate de cette image un peu rationnelle, et il montre tous les moments où, en fait, Socrate, au lieu d'amener de la clarté, crée une confusion dans l'esprit des gens pour réorienter et remettre en ordre leur mode d'être. Et il montre très justement que dans tous les dialogues, toutes les traces, tous les textes de Socrate, on n'a pas cette sorte de visage de sage, toute cette illusion, mais on a quelqu'un de tout à fait étrange. Un chaman. Qui ressemble, alors après, voilà, qui ressemble. En même temps, je pense qu'il y a une transition. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une dimension chamanique, et en même temps, la grandeur de Socrate et de la pensée grecque, c'est aussi de faire un pas de côté
par rapport à la tradition chamanique pour inventer la tradition philosophique. Mais c'est évident. Puis il y a plein d'anecdotes de tout à fait étranges, où Socrate reste immobile pendant un jour sans bouger, toute la journée sans bouger, et tout le monde est étonné, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est arrêté, il est dans un état de transe. Donc, enfin, le texte ne dit pas de transe, il est immobile, mais François Roustan souligne que ça ressemble quand même à une forme de transe, hors du temps, hors de l'espace, pendant un jour entier, c'est quand même long un jour entier. On découvre, il boit dans les banquets, beaucoup, et le matin, il est complètement clair, tout le monde est sous lui, il est absolument clair. Donc il a une capacité aussi par rapport à son esprit, à sa conscience. Donc il y a plein d'éléments qui nous sont décrits et qui témoignent d'une visée peut-être plus intéressante que la visée auquel on le réduit habituellement, et qui réouvre un peu le champ de l'expérience profondément humaine. Alors, tu reprends le rôle. Je reprends le rôle, mais disons. Merci pour ça. Mais disons, ce qui était intéressant de montrer, disons, cette unité dans toutes les traditions, qui nourrit ta réflexion, c'est que voilà, dans toutes les traditions, on essaye de rappeler aux êtres humains, alors par les traditions chamaniques, les traditions philosophiques, mais en fait, quand même, tous les êtres humains, dans toutes les traditions, il y a cette manière de dire aux gens, attention, ne vous identifiez pas uniquement à votre identité sociale, relationnelle. Il y a quelque chose de plus grand en vous. Et c'est ça, au fond, le mystère de la conscience qu'on aurait intérêt à préserver aujourd'hui. Exactement. Et qui est le seul point d'appui d'une véritable paix. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle « La mort n'existe pas », parce que, bien évidemment, mon frère est mort. Mon frère, je ne le serrais plus dans mes bras. Bien évidemment, mon père est mort. Je ne le serrais plus dans mes bras. Mais qui est-ce qui est mort? Qui est-ce qui est mort? Qui est-ce que j'ai enterré? C'est pas leur conscience. Donc la mort de l'être véritable que nous sommes, elle n'existe pas. Elle ne se produit jamais. Il y a juste ces personnages que l'on construit, peut-être de vie en vie, ces personnages auxquels on s'identifie avec passion et avec aveuglement total, qui eux meurent. Tu vas mourir, je vais mourir, mais ce qui est au fond de moi, cette véritable essence, elle va jamais mourir, elle est jamais morte, et la tienne non plus. Et en ce sens, pour moi, ce titre, il est assumé et profondément juste, parce qu'il pose cette question, mais qui meurt? Vous êtes attaché avec désespoir aux personnages que vous avez côtoyés dans votre existence, en vous imaginant que la relation d'amour, la relation d'amitié, la relation d'attachement fou que vous avez pu avoir avec un conjoint, des enfants, des parents, elle se réduit à cet attachement qui a eu lieu entre des individus mortels. Mais qu'en est-il de l'amour qui existe entre nos âmes, qui lui est véritablement l'amour le plus puissant, l'amour le plus irréductible au moindre attachement, un amour pur. Et celui-là, il ne meurt pas. Celui-là, il ne meurt jamais. Et la mort n'existe pas pour cet amour. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est toujours un bonheur de partager ce savoir avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos envies. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dialogue ou pour les autres vidéos que j'aime poster sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ce qui s'y passe. Je vous embrasse tous.